Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur N1, votre podcast NBA des équipes de The Free Agent. On se retrouve cette semaine pour votre première partie de podcast de la semaine. On n'oublie pas qu'il y a 2 rendez-vous, un le mardi matin, celui que vous écoutez, on est très ravis de vous retrouver, et vous aurez un autre rendez-vous vendredi avec Yannick et Axel, dernière semaine de saison régulière, avant d'attaquer le play-in, les playoffs, et pour cette semaine, un épisode un petit peu particulier avec un invité qu'on avait déjà reçu, mais ça date, c'était en fin novembre. Je suis retourné voir ça tout à l'heure, ça date. Et c'est Benjamin Moubèche. Comment tu vas, Benjamin? Ravi de te retrouver à nouveau. Bah écoute, ça va bien, mais quand tu dis qu'il reste une semaine avant la fin de la saison régulière, moi ça me fait un choc. Je suis pas prêt mentalement, j'ai pas réalisé du tout. Donc voilà, la petite claque d'entrée de jeu, je te cache pas qu'elle fait mal. Bon, on va passer un petit moment avec toi, Benjamin, pour parler un petit peu de cette saison. Juste avant, donc Cédric n'est pas avec nous cette semaine, il n'a pas pu être des nôtres, donc on l'embrasse bien fort et vous le retrouverez très rapidement avec les équipes de The Free Agent pour de futurs épisodes de N1. Alors, on s'était déjà vu, Benjamin, donc c'était fin novembre, début décembre, où on avait parlé un petit peu de ton expérience. On rappelle, journaliste pour Rivers Magazine, pour le D-Sport, entre autres, tu me dis si j'oublie des médias. Pour TFA aussi, tu as pu écrire quelques articles. On t'avait eu donc fin d'année 2023, où tu nous avais un petit peu expliqué le pourquoi du comment cette arrivée aux États-Unis et la façon dont tu avais commencé à vivre aussi cette année autour des Spurs, équipe que tu suis, et de Victor Wembanyama en particulier. C'est ça, voilà. J'avais fait le petit point à ce moment-là. Bon, Ouais. je te cache pas, les choses ont pas mal bougé depuis, du coup. Donc c'est cool qu'on puisse aussi refaire un point par rapport à ça. Mais en tout cas, vraiment, le truc qui me choque, c'est quand tu dis une semaine avant la fin de la saison régulière, c'est que ça, depuis le All-Star Break, ça a passé Ouais. d'un coup, en fait, vraiment. Ok. Tu as vraiment cette sensation de ouais, tout est passé en très très vite. Souvent, on Ouais, dit souvent qu'après le All-Star Break, ça va très vite. Mais en tout cas, toi, tu confirmes cette affirmation, en tout cas. ah, complètement. Et même quand on en parle, du coup, quand on mange entre journalistes et tout, Ouais. avant les matchs, ils me disent tous, en fait, c'est ça chaque année, à part quand tu sais que ton équipe va en finale. Bon, ce qui à San Antonio a été commun à une époque. Là, aujourd'hui, évidemment, on n'y est plus vraiment, mais à part quand tu sais que ton équipe va jusqu'en juin, ces mois-là qui suivent le All-Star Break, ils sont super rapides, en fait. Et j'ai l'impression qu'en fait, on est au milieu de la saison, qu'il reste encore 3 Mhm. mois de compétition. J'ai pas pris mon billet retour pour la France, alors que je vais pas suivre les playoffs. Je vais rentrer après Ok. en France pendant les playoffs. Et dans ma tête, en fait, c'est parce que c'est encore loin ce retour en France. Mais Bah oui. pourtant, il est là pourtant, tu vois? Il est juste, on y arrive. Donc non, vivre la saison NBA sur place, par rapport à la vivre à distance, c'est assez différent en termes de rythme, j'ai l'impression. Parce que là, j'ai vraiment pas vu le temps passer, alors que en fait, je me souviens que quand j'étais en France, j'avais l'impression que c'était trop long presque, Ouais. entre le All-Star Break et Ok. les playoffs. Ah bah là, je t'avoue que nous, ça fait quelques semaines, on se dit, il va falloir que la saison se termine, tu vois, pour enclencher un peu, ne serait-ce qu'en termes de contenu ou même en termes d'intérêt pour la suite de la saison, même si cette fin de saison régulière, on va en parler, ne manque pas Mmh. d'enjeux. Et ça va être extrêmement intéressant. Juste avant de se lancer, je fais les petits rappels pour nous suivre sur TFA, The Free Agent. Donc il y a les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, etc. Vous avez le site internet, l'application et le Discord. On a ouvert ça depuis une dizaine de jours maintenant, une petite centaine de personnes déjà là. Vous pouvez venir discuter avec nous directement, NFL, NBA, avec ceux qui écrivent des articles, ceux qui font des émissions, comme moi ou comme d'autres. Vous avez les liens sur les réseaux sociaux, évidemment. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. On vous accueille avec bienveillance et avec plaisir, évidemment. On va attaquer donc cet épisode, Benjamin, si tu veux bien. On va avoir une discussion comme ça, tous les deux, pour parler un petit peu de cette saison NBA 2023-2024, de ton expérience depuis sur place, en fait, j'ai envie de dire directement. C'est peut-être même la première partie qu'on va aborder ensemble, si ça te va. Comment toi, du coup, tu as vécu cette première saison pour toi sur place, d'abord en tant que journaliste, évidemment, parce que c'est pour ça que tu as été, c'est ton métier, mais aussi en tant qu'observateur, fan de basket avant tout. Comment tu as un petit peu vécu ça, toi qui en plus étais vraiment affilié sur cette équipe des Spurs? Tu en as parlé, qui ne va pas aller au-delà de la fin de la semaine, mais en termes de match en tout cas. Mais comment, voilà, toi, tu as un petit peu vécu cette saison marathon, comme on dit souvent pour les joueurs? Est-ce que toi, tu l'as vécu comme un marathon aussi? Bah, en fait, ouais, pour moi, ça a aussi été un marathon parce que j'ai eu beaucoup d'épreuves en termes de du coup, quand on parlait dans le dernier podcast, effectivement, je venais d'avoir un accident de voiture, j'avais une minerve, une attelle et cetera. Oui. C'était
c'était pas la première galère, mais c'était une des premières et la plus grosse au début. En fait, depuis, c'est pareil, j'ai enchaîné avec des problèmes de santé et cetera. En fait, j'ai eu plein de petits problèmes qui font que si j'étais un rookie en NBA, je dirais que, tu vois, je suis pas satisfait de ma première saison en NBA parce que j'ai pas écrit autant que j'aurais voulu, notamment pour, The OK. Free Agent. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Il y a des fois où aussi, bah, du coup, je me suis un peu, poussé à bout avec mes problèmes de santé et cetera. En Mmh. fait, pour une saison rookie, même pour un journaliste, j'ai envie de dire, c'est dur de gérer le rythme et en fait, je réalise que l'adaptation au rythme de la NBA, pour les joueurs, ça va être un truc de fou parce que moi, en tant que journaliste, et je fais pas les déplacements, hein. Enfin, j'en ai fait une dizaine, mais je fais pas du tout 82 matchs dans la saison. Oui. Mais pour un joueur qui fait vraiment 70 matchs par saison, ça doit être incroyable en termes de rythme et enfin vraiment, terriblement difficile. Puis surtout, moi, je me déplace et cetera. Ouais. Je joue pas au basket, hein, Oui, en plus. je suis pas trop quand j'écris mon article, hein. C'est parfois, ça demande quand même beaucoup de travail et cetera, on se couche tard, mais il y a un peu moins d'effort que de Oui. jouer 43 minutes en double prolongation comme Victor hier. Hem Donc non, franchement, c'est le rythme de l'NBA, en fait, c'est ce que tu réalises sur place, c'est super intense. J'avoue qu'en tant que journaliste, j'ai eu un peu de mal à le gérer toute l'année avec mes problèmes et tout ça. C'est un OK. peu ça que je retiens surtout. Mais du coup, bah, en fait, par rapport à la NBA, justement, tu te rends beaucoup plus compte de la réalité de la chose quand tu es sur place. C'est vrai que je reste quand même convaincu de ce dont j'étais déjà convaincu avant, c'est que tu as pas besoin d'être sur place pour connaître l'NBA. Il y a des gens qui font un travail OK. formidable depuis la France. Mmh. Et les gens qui sont depuis la France comprennent très bien l'NBA, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que tu vois mieux la dimension humaine de la chose quand tu es OK. sur place. Et c'est ça qui me frappe, tu vois? Justement, tu vois mieux, le rythme, à quel point les équipes sont encadrées, à quel point il y a de staffeurs, en fait, dans une équipe et Mmh. comment tout est mis en place, en fait, pour que les joueurs soient dans les bonnes conditions. Il faut vraiment être sur place pour s'en rendre compte, je pense. Et puis même sur les joueurs, pareil, les qualités, en fait, des joueurs, tu les remarques différemment. Par exemple, hier, j'ai vu Tyrese Maxey. En fait, quand tu réalises à quel point il va vite pour de vrai, ça te met une vraie claque. Parce que sur la télé, en fait, tu le vois peut-être moins. Peut-être que tu réalises moins parce que du coup, tu es loin de Bah ça. oui, oui. Mais quand tu le vois en vrai, tu te dis: «Mais attends, c'est un être humain qui va à cette vitesse-là, en fait» À et ce point-là? OK. ah mais moi, Tyrese Maxey hier, il m'a choqué. Je me suis dit, dans mes brouillons, j'ai un tweet en mode: «Je pense que Tyrese Maxey, il me bat la course tous les jours, même si je mets mes chaussures qui courent vite». Parce que, il est supersonique, vraiment, tu as cette impression-là OK. qu'il est ouf et au-delà de ça, je sais pas, il y a la longueur des équipes aussi qui peut choquer. Quand j'ai vu Toronto en début d'année, je me souviens que j'avais vu vraiment la longueur des joueurs, leur envergure, tout ça et tu Mmh. te dis: «OK, je comprends vraiment bien pourquoi cette équipe, elle est aussi difficile à attaquer». Alors que pareil, en fait, à la télé, tu as rarement un angle vraiment, niveau du terrain où tu peux Bien sûr. voir, tout le Ouais. monde et donc en fait, tu te rends vraiment compte, à quel point les joueurs NBA sont des athlètes incroyables et à quoi ressemble la vie d'un joueur NBA quand tu es sur place. Je pense que c'est le plus grand enseignement de ma saison, en fait, cette année. OK, donc du positif malgré, voilà, les événements que tu as pu avoir de ton côté personnellement, mais tu en retires une expérience, une année, sur tout ce que tu dis quand même, plutôt intéressante en tout cas de comment tu en parles. Comment, tu parlais des joueurs, tu parlais de la distinction qu'on peut avoir entre ce qu'on voit nous à l'écran, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les années 90, tu vois? Entre les angles de caméra, les réseaux sociaux, on voit beaucoup trop même parfois, tous les détails de la vie des joueurs et cetera, leur capacité physique, athlétique et tu disais que tu as quand même bien senti cette distinction, toi, quand tu es en bord terrain de ces joueurs-là. Est-ce que tu parlais de Tyrese Maxey, très bon exemple. Est-ce que tu as des noms comme ça pour les gens qui nous écoutent? Parce que c'est vrai que peut-être que certains parmi nos auditeurs, auditrices ont eu la chance comme toi d'aller aux États-Unis et de pouvoir voir des matchs NBA ou des joueurs, en tout cas de calibre NBA. Mais pour les autres, comme moi par exemple, est-ce que tu as des noms comme ça de joueurs ou même de coachs, tu vois, dans, je sais pas, leur capacité à parler, à coacher, à manager, qui t'ont plus impressionné que d'autres? Tu t'es dit, ah ouais, quand même, je me Ouais, je dis, il y a des mecs qui m'ont fait un petit choc quand même. Je pense Kawhi Leonard en l'occurrence, ok, parce qu'en fait, quand je suis allé voir le match contre les Clippers, je suis passé au niveau du vestiaire, du coup des Clippers, d'accord. et Kawhi était sur le chemin du terrain pour aller s'échauffer et Mhm. là, tu le croises, du coup, dans un t-shirt pour Ouais, l'entraînement ouais. et juste la taille des bras, le physique, la longueur, la taille des mains et cetera. Encore une fois, c'est pareil, c'est vrai qu'on réalise, on voit à la télé, on a Ouais. vu plein de gros plans sur Kawhi où on voit vraiment son physique et tout. Mais quand tu le vois en vrai, tu le vois, j'ai l'impression que presque comme si tu avais accès à une dimension supplémentaire dans la compréhension géométrique de la personne que tu as en face de toi. Je sais Ok. pas si c'est clair, Si, si, mais si.
tu vois les gens un peu différemment quand même. Et Kawhi, il m'a fait vraiment un choc où je me suis dit: «Waouh, OK, d'accord, je comprends pourquoi les joueurs disent qu'il est aussi physique». C'est que, Ouais, en fait, quand tu le vois en vrai, tu as l'impression que le mec c'est un rempart, c'est une vraie muraille et ça m'a OK. vraiment fait, à ce niveau-là, un choc. J'essaie de penser à d'autres choses qui pourraient hem, en fait, moi, j'ai eu des déceptions, en vrai, beaucoup quand même. OK, bah, c'est Genre intéressant d'avoir cette partie-là parce que souvent on parle du côté, on va vivre notre rêve américain, c'est une expression, connue et c'est intéressant d'avoir cet aspect peut-être un peu plus négatif en tout cas ou de déception dont tu parles. Est-ce ouais, bah, après moi, honnêtement, je suis pas très impressionnable OK. quand je suis Ouais, ça sur, tu en avais parlé, c'est vrai la dernière fois déjà. ouais, c'est en mode travail, en fait, je croise les joueurs et tout et je suis dans mon truc, donc en fait, je fais pas trop attention. Après, ça m'empêche pas parfois de bégayer un peu. Hier, je discutais avec Nicolas Batum dans le vestiaire, du coup, des Sixers OK. et bah, il y a la pression. Tu es face à Nicolas Batum, on n'était que 2 journalistes français à parler avec lui pendant un petit moment et en fait, tu as ce truc où j'ai quand même un peu bégayé, tu vois? Et Nicolas Batum, pour le coup, c'est une bonne surprise parce que je lui avais parlé aussi, en visio, déjà et le voir en vrai dans le vestiaire avec, tu vois, les pieds dans le bain de glace et tout ça. Ouais, En fait, le mec est vraiment, déjà sympa parce que ouais. le mec de la com des Sixers a essayé de me couper un moment en mode: «C'est bon, tu as assez parlé» et tout ça. Et c'est Nico qui a dit: «Non, t'inquiète, laisse-le, on va parler plus longtemps». T'en sais rien de parler, dans sa manière de nous accueillir, tout ça, voilà. Nicolas Batum, c'est une bonne surprise. OK. C'est un mec très sympa, vraiment très, très humble, assez incroyable de le voir en vrai. Mais par contre, dans les déceptions, ouais, c'était beaucoup les coachs, en fait. J'avoue que, déjà, quand tu es autour de Greg Popovich, c'est quelqu'un qui a une aura, qui est intimidant, qui est charismatique et cetera. Tu as l'habitude, en fait, d'avoir un coach en face de toi qui est, vraiment enfin, c'est le meilleur et surtout il en impose. Et pour le premier match de saison régulière, par exemple, on avait eu, du coup les Mavericks, et du coup Jason Kidd et OK. Jason Kidd, bah, pareil, c'est un mec, pour qui j'ai quand même, au-delà de la dimension humaine, vraiment sur le côté basket, un certain respect et certaines attentes en termes Bien de sûr. charisme Mmh. et tu arrives en conférence de presse et en fait, il est là, il a son hoodie, il est un peu renfermé sur lui-même, il en fait, il a l'air timide, il parle tout doucement avec une petite voix feutrée et tout ça et tu te dis, d'accord, c'est donc ça, c'est Jason Kidd, l'impression de parler à un adolescent, en fait et c'est un peu perturbant et il y a plusieurs coachs qui ont fait cet effet-là et OK. des trucs où tu te dis, en fait, ces coachs-là, ils sont peut-être moins charismatiques que ce que tu imagines. Nick Nurse hier, où je me suis dit, je sais pas, je le voyais différemment, en fait et le voir en vrai, quand je le disais dans le précédent podcast, mais quand tu humanises ces gens-là, que tu te rends compte que c'est juste des gens comme toi et moi, en fait, Ouais, d'un coup, il y a un mythe qui s'effondre et moi, ouais. Nick Nurse, pour quelqu'un qui a suivi le titre des Raptors 2019 comme un fou, j'étais un peu fan des Raptors à l'époque, tu vois? Donc j'étais vraiment, OK. à Ouais, fond tu avais une et vraie hype, ouais. c'est ça et Nick Nurse à ce moment-là, c'était, la révélation en termes de Ouais. coaching et une énorme partie du titre. Donc c'est pareil, c'est un peu rencontrer son héros avec toutes les guillemets de l'univers. Hem et pour le coup, s'il avait été super charismatique, j'aurais peut-être pas été impressionné. Et par OK. contre, là, quand tu le vois pour de vrai, que justement tu te dis, «Ah finalement il a pas ce truc, tu sais, il a pas ce Mmh mh. magnétisme naturel», bah, finalement tu te dis: «Ah, c'est peut-être un peu décevant», ouais. Donc j'ai eu pas mal de petites claques comme ça avec, en vrai vraiment avec les coachs, moins que les joueurs. Hem D'accord. mais voilà et par contre, petite note sur les trucs qui m'ont fait kiffer. Tous les Français qu'on a vus cette saison ont été, Bah, vraiment super gentils avec, les journalistes et c'est super exactement vers abordables. c'est vers là que j'allais t'emmener, en fait, parce que tu parlais de Batum tout à l'heure, c'était donc le match entre Philadelphie et San Antonio, hein, nous, on enregistre le lundi après-midi, on rappelle. Ouais, donc voilà, c'est vrai que Nico Batum, même nous, quand on le voit ou quand on peut le voir dans des interviews aussi, hein, sur les réseaux, ailleurs, on sent que le mec a l'air plutôt abordable, il joue pas un rôle, il feint pas un personnage. Là, du coup, toi, tu le confirmes pour l'avoir vraiment vu, en plus, il y a moins de 24 heures. Mais voilà, globalement, sur les joueurs français, voilà, tu confirmes qu'il n'y a pas de côté grosse tête ou je me prends pour un personnage que je ne suis pas peut-être. Et c'est des gens plutôt abordables, accessibles, professionnels évidemment, mais sur lesquels tu peux échanger et avoir un rapport journaliste-joueur tout à fait correct et qui se passe bien. C'est ça, j'ai pas vu tout le monde, j'ai pas vu, Ouais, Killian Hayes du coup qui était cut, Théo Malédon, ouais, j'ai pas vu, Evan Fournier encore. Mais par contre, je ouais, pour tous ceux que j'ai vus, en fait, c'est tu as ce truc où tu as une discussion avec eux, tu as pas l'impression qu'ils te prennent de haut ou quoi que ce soit. Alors ok. qu'en face de toi, tu as Rudy Gobert, tu Ouais. as, Franck Ntilikina. Oui, Rudy Gobert, il est obligé de te prendre de haut un petit peu fatalement physiquement. C'est ça. Mais voilà,
Franck Likilina, super sympa, super naturel. Bilal Koulibaly, très marrant, on s'est beaucoup amusé avec lui. Ok. Sidi Sissoko, vraiment l'impression d'avoir un dialogue presque entre potes, en fait. Et vraiment, je pense que Nicolas Batum, c'est celui qui m'a vraiment fait un choc parce que, encore une fois, en visio, par exemple, j'avais pu l'interviewer un petit peu Ok. et il répond à tes questions de manière très directe, pas de langue de bois, honnête et toujours la tête sur les épaules. Le mec vraiment, vraiment humble. Mais quand tu le vois en vrai, dans le vestiaire, il vient de jouer quand même, je sais pas, 45 minutes dans le match. Il a joué 10 minutes en prolongation où il a Mhm. défendu sur Victor Wembanyama. Tu te dis, le mec, il doit être un peu cramé. Bah oui, oui. Heu et pourtant, il répond à toutes les questions des journalistes, américains. Ouais. Après, il prend genre 8 minutes avec les Français pour leur parler et puis, tu vois, sourire aux lèvres, il rigole. Des fois, il sort une petite expression un peu beauf, un truc comme ça. Heu, ou je sais pas, il parle de son match, il dit: «En vrai, en première mi-temps, j'étais nul», tu vois? Ou, Très nul. ouais, Victor Wembanyama, je l'ai mis par terre volontairement pour, lui faire comprendre qu'il était le patron, tu vois? Et il te dit le truc cash comme ça et tu te dis: «OK, d'accord, mais c'est cool» et tu as peu de joueurs qui parlent avec autant de franchise en NBA et voir un mec aussi naturel, aussi abordable alors que, c'est le capitaine de l'équipe de France, hein, il pourrait avoir la grosse tête. Mais Bah oui, c'est pourtant clair, pas ouais. du tout, super, Ok. super sympa, vraiment. Bon, bah ça c'est vraiment intéressant de pouvoir l'entendre. Avant d'attaquer sur vraiment la saison NBA d'un point de vue plus global, avoir ton ressenti un petit peu sur ce que tu as pu suivre, en positif, en négatif. Juste pour finir sur les Français, tu étais principalement là-bas pour les Spurs pour la première année de Victor Wembanyama. Tu nous en avais parlé quand on s'était déjà vu en novembre, tout le processus, etc. On vous invite à aller réécouter ça si vous n'avez pas eu l'occasion. C'était en double épisode même. Euh, du coup, j'imagine que tu as eu moult occasions de discuter avec Victor, ou en tout cas discuter, d'échanger avec lui sur des questions. Tu les mets souvent sur tes réseaux sociaux, sur Twitter en particulier. Euh, comment tu as senti, comment tu as vécu cette relation, je ne sais pas si c'est le bon terme, tu vois, mais qui s'est créée entre les journalistes français, toi en particulier, et lui, parce que pour tous les deux, dans des registres différents, c'était une année de rookie, tu en parlais tout à l'heure. Mmh. Est-ce que tu as vu une évolution, positive ou négative, tu nous diras, mais est-ce que déjà tu as vu une évolution, et si oui, de quelle sorte, de quel ordre? Franchement, ce qui me fait beaucoup enfin rire, je sais pas, mais ce que je trouve un petit peu, amusant en tout cas, c'est que justement quand je parle des joueurs qui sont de l'extérieur, en fait, j'ai l'impression d'avoir presque plus noué une relation avec eux qu'avec Victor. Ok, Parce que comme je disais dans le dernier podcast, en fait, Victor, il est surprotégé. En fait, oui, tu lui parles en conférence de presse, tu as une question à chaque fois, c'est ultra codifié. Et du coup, il y a ce truc où, c'est un petit peu le train-train quotidien. Voilà, si, Victor et moi, c'est un mariage de 20 ans et on se parle une fois dans la journée, et c'est pour, voilà, un ouais, échange ouais. basique et voilà, Ok, quoi. ok, Donc, il y a ce truc où il y a pas de vraie relation, mais quand même l'impression que plus on avançait dans l'année et plus il faisait d'efforts de manière générale pour répondre aux questions des journalistes français, pour nous donner un petit peu les éléments dont on a besoin mhm, pour nos articles. Et aussi l'impression qu'il est de plus en plus honnête, en fait. Des d'accord, fois, peut-être qu'il se soit pris à la tête en début de saison, nous faire des réponses complexes et cetera. Et ouais, des fois, il nous dit juste, je sais pas, je me souviens qu'un collègue avait demandé, récemment, si, enfin, il lui avait posé une question sur Léon Marchand, le le nageur, nageur, ouais, en lui demandant, «Est-ce que tu as suivi son parcours? Est-ce que, tu te reconnais un peu en lui?» et cetera. Et Victor, en fait, très honnête, il a dit: «Non, en vrai, je le connais pas». Genre, mhm. désolé, mais voilà. Il a pas essayé de mentir, il a pas fait une Ouais, LeBron James, d'inventer une réponse pour donner du papier, du grain à moudre pour votre article, tu vois. c'est ça, il a pas voulu, il a pas voulu faire genre, «Ouais, si, Léon Marchand, je le connais, mais il sait ce que je pense de lui, nanana», tu vois? Ouais, Genre ouais. une ré Ce que LeBron James dirait, tu vois, en mode vraiment, quand il est à la première page d'un livre et qu'il fait semblant de l'avoir lu et tout ça. Victor, voilà, avec nous, il est très cash, de plus en plus à l'aise devant la presse de manière générale, donc on a quand même ce petit lien qui s'est créé. Mhm. Et je sais pas en fait, pour Victor, je sais pas comment il voit la chose parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à penser, il a beaucoup de journalistes en face Évidemment. de lui tout le temps et tout Mm. ça. Mais oui, pour moi, il y a pas une relation, je dirais, qui s'est créée, mais il y a quand même un petit lien entre nous 2 dans ma tête. En tout cas, moi, Ouais, je me oui, sens oui. un peu lié à lui parce que dès que je vais voir un match des Spurs et dès que je vais travailler, en fait, il y a cette question à Victor, qui est un petit peu le point central de ma soirée. Et parce que moi, je suis là pour ça, hein, Bah oui, bien sûr. c'est ça. Donc et puis, non, puis on a eu des échanges intéressants toute la saison, donc c'était, très cool. On n'a pas de vraie relation, mais voilà, j'ai pris Ouais. beaucoup de plaisir quand même à échanger avec lui, en conférence de presse toute la saison et j'espère que c'est réciproque.
Bon, super. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que tu disais qu'au début, il était peut-être à trop se prendre la tête, etc. Mais pour lui aussi, c'était nouveau. Donc, il fallait qu'il apprenne les codes. Alors, il les a connus en BetClick Elite, mais je pense que pour toi qui l'as suivi aussi en BetClick Elite, si je dis pas de bêtises, je Tout à pense qu'on fait. n'est pas du tout sur la même organisation entre les journalistes en France et aux États-Unis, hein, sans faire Mmh. offense à notre beau pays. Mais je pense que là, pour lui aussi, il y a cette phase d'adaptation qu'il a fallu avoir. Et en tout cas, on sait que Victor a cette capacité-là. Il l'a montré toute la saison. Euh, Mmh. on va parler un petit peu plus de la saison dans la globalité, Benjamin, si tu veux bien. Euh, donc, tu as suivi évidemment beaucoup autour des Spurs de Victor, tout ça, mais j'imagine que quand même, tu avais un petit œil sur ce qui pouvait se passer en général sur la planète basket NBA. Qu'est-ce que tu en retiens comme ça? Après, on va pouvoir étayer, détailler, mais en premier point sur cette saison là qui se termine à l'issue de la semaine pour nous, pour nous, pour toi aussi, pour tout le monde. Mais voilà, cette saison 2023-2024 en NBA, généralement, les équipes, les dynamiques des joueurs, un petit peu comment toi tu l'as vécu et qu'est-ce que tu en retiens de tout ça? Honnêtement, j'ai regardé toutes les équipes cette saison. Déjà, je Ok. pense que je les ai toutes vues en vrai au moins enfin quasiment toutes en vrai une fois. Je crois Mhm. qu'il manque plus que les Pistons là qui viennent dans, pour le dernier match de la saison. D'accord. Mais par contre, ouais, j'ai quand même fait l'effort parce que en fait, j'ai que ça à faire. Moi, je travaille que sur la NBA, de regarder toutes les équipes et Ouais. j'avoue que en fait, cette saison, c'est vraiment, je trouve, le très, très haut niveau. J'ai rarement vu une aussi bonne saison régulière depuis longtemps. Déjà, le fait que les Wolves, prennent la première place de la conférence Ouest, Mhm. qu'ils fassent une aussi bonne saison, meilleure que celle des Nuggets, je trouve que c'est une bonne surprise. Et surtout, ils jouent vraiment un beau basket et quand tu regardes le top 3 de l'Ouest, Ouais. c'est en fait, c'est magnifique. Le basket qu'ils proposent, les Wolves, les Nuggets et le Thunder, c'est juste merveilleux et donc ces 3 équipes-là m'ont fait vraiment, vibrer toute la saison en termes de circulation de balles, en termes de jeu développé, dans leur manière de développer leurs joueurs et cetera et tu vois, typiquement comment dire? La manière dont le Thunder s'est imposé, c'est aussi un point, de la saison que je retiens. Parce Ok. que justement, je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes jeunes qui ont, émergé très fort. Le Magic à l'Est, les Pacers, les Cavaliers qui malgré les blessures ont réussi quand même à bien se maintenir au milieu de la conférence Est et donc qui montrent quand même des choses, je trouve assez rassurantes pour leur projet de manière générale. En fait, il y a vraiment l'impression que la ligue progresse et que même les équipes en bas de classement en fait, étaient moins mauvaises que d'habitude. Je sais pas si tu prends par exemple les Si. Raptors qui ont tanké sur la fin. Les Raptors, c'est pas une si mauvaise équipe que ça. C'est juste qu'ils ont tanké, ils ont fait des trades, et cetera. Il y a des bons joueurs, il y a des bons profils, et cetera. Donc, non, franchement, c'est du haut niveau. Et puis même, du coup, à l'Ouest, tu prends les Rockets qui feront sans doute pas Non, les ils le feront pas. playoffs. C'est mathématiquement, c'est terminé du coup. Ouais. Ah, c'est bon, ils sont définitivement Moi, éliminés? avec la défaite hier et la victoire des Warriors, du coup, ils seront 11e. Oui, ils seront OK. pas dans les top 10 en tout cas. Donc voilà, donc pour les Rockets, ils sont définitivement éliminés. Même eux, tu vois, ils ont joué, déjà il y a eu cette phase là où ils avaient fait une grosse, grosse série de victoires Oui, de 9-10 victoires, je sais plus exactement combien, ouais. qui était assez impressionnante. Le Jazz, pareil, il y a eu quand même, du beau jeu, c'est bien coaché, il y a Lauri Markkanen et cetera. Donc en fait, même les équipes qui sont éliminées Mhm. jouent bien au basket. Il y a des exceptions, genre, je sais pas, enfin, je sais que des gens regardaient les Hornets, les Wizards, les Pistons, C'est plus hem compliqué. et les Blazers, ces équipes-là, elles jouaient pas très bien, mais globalement, en fait, j'ai l'impression que plus on avance et plus le jeu, de manière générale en NBA, collectivement, évolue dans le bon sens. Et Ok. pour moi, cette saison, c'est le paroxysme de ça depuis longtemps et vraiment, j'ai rarement vu autant de beau basket. Peut-être que je suis excité par l'idée d'être aux États-Unis aussi, hein, peut-être que j'ai un Mhm. un filtre un peu rose, tu vois? Mais non, franchement, j'ai adoré cette saison, la dynamique et puis, comme tu disais en début de podcast, en fait, c'est pas fini. C'est ça qui est cool Non, aussi. c'est ça. Il reste 4 matchs, 3-4 matchs par équipe. Et tout est envisageable et dans les deux conférences, c'est ça qui est vraiment intéressant. Le top 3 à l'ouest, la place 4-5, ça semble en tout cas s'affirmer autour d'un premier tour Clippers-Dallas. Mmh. Rien que déjà ça, en premier tour, t'imagines? Donc c'est quand même quelque chose, même pour celui qui va terminer premier de l'Ouest, et s'il passe, ça veut dire qu'au deuxième tour, il a potentiellement le vainqueur du Clippers-Dallas. Après, là, on va loin dans la projection, mais ça montre vraiment cette homogénéité dont tu parlais, en fait, le côté, voilà, le niveau se resserre, mais ça se resserre par le haut, en fait. C'est ça qui est intéressant. Les équipes, les top équipes restent top, évidemment, mais c'est celle du bas qui remonte petit à petit. Et on le voit, souvent, c'est même Jacques Monclar qui le dit dans l'émission sur Beansport NBA Extra, que quand on met pas les ingrédients, quand tu mets pas l'agressivité tous les soirs, quand tu mets pas l'envie d'aller tout donner sur le parquet, tu peux te faire attraper en fait, même par une équipe comme le Jazz, comme Portland, sur lesquels nous on a peut-être un regard un petit peu plus critique, voire ironique parfois.
Mais peut-être que oui, comme tu dis, toi qui les vois en direct et tu les vois sur place, tu as ce côté, ouais, mais en fait, ok, ils ont peut-être un bilan mauvais, mais ça reste des bons joueurs de basket et ça reste des mecs qui se donnent aussi. Et sur certains soirs, on voit hier typiquement le match contre Philadelphie et San Antonio. Alors, il n'y avait pas Joel Embiid, etc. Mais San Antonio, ils ont quand même, voilà, ils y ont été, tu vois. Ouais, et puis, San Antonio a battu beaucoup de bonnes équipes. Ils ont pris, 10 victoires contre des équipes à plus de 50 de victoires cette saison Ok, et ils ont joué, contre les Nuggets la dernière fois qu'ils ont joué, c'était très sérieux. Il y a plein d'équipes, vraiment de haut de classement qu'ils ont mis en difficulté. Ils ont battu le Thunder, ils ont battu les Wolves. En fait, tu regardes San Antonio, c'est vrai que tu regardes le bilan, tu te dis: «Bon, l'équipe pas dangereuse», mais en fait, les équipes qui viennent, à San Antonio ou même qu'ils affrontent, à l'extérieur de manière générale, de un disent vraiment, je veux dire textuellement, on se méfie d'eux parce que c'est quand même une vraie bonne équipe de basket. ouais, Et après, peut-être qu'ils disent ça dans tous les marchés, hein, mais c'est vrai que je suis pas ailleurs pour vérifier. Mais je pense qu'ils le pensent. Et en plus, il y a des équipes qui ont perdu comme ça. Donc, en fait, même quand tu regardes les équipes du fond de classement, ouais, il y en a beaucoup qui jouent bien. Et sur la course, comment dire, aux play-off, en fait, je pense que oui, on voit vraiment les effets positifs du play-in. Je pense aux Warriors, par exemple, qui là sont 10e du coup et vont faire le play-in normalement. c'est ça, Quoique ils sont même pas si loin que ça de la 6e place, parce qu'il y a que 2 matchs de différence entre les Suns et les Warriors. c'est Mais ça. ce truc compact déjà est fou parce qu'il y a vraiment 3 matchs de différence entre la 6e et la 10e place à l'ouest. Et le pire, je pense, c'est à l'est, où entre le deuxième et ça me rend complètement fou, hein, c'est un truc de fou. Entre le deuxième et le huitième, il y a 4 matchs d'écart. C'est incroyable de se dire ça, c'est que là, en théorie, le huitième peut passer deuxième, le 3e peut passer septième. En fait, Mm. tout peut encore se passer. Et de manière générale, en fait, ouais, je pense que le play-in, en fait, a beaucoup, permis, en fait, à ces équipes qui étaient dans les places 9-10 de se dire à la mi-saison: «OK, on casse pas le projet, on Exactement. tanque pas, on continue la saison, on va jouer le play-in» et cetera. Les Bulls, je pense, auraient pu abandonner à un moment, ils ont pas abandonné. Les Warriors auraient pu abandonner, ils ont continué. Les Lakers ont peut-être arrivé en play-off, grâce à ça, et en play-off, ce serait une équipe assez dangereuse. En Oui. fait, prendre les Lakers au premier tour, par exemple, cadeau empoisonné. Donc en fait, on a une saison régulière qui est palpitante, avec une course à la qualification déjà qui est intéressante, mais en Mm. plus, ces spots-là, du coup, que tout le monde essaie de rechercher pour avoir l'avantage du terrain. Et en plus de ça, du coup, ça dessine des playoffs qui vont être encore plus intenses, parce que franchement, tu as un premier tour, Lakers, je sais pas, Lakers Timberwolves, et tu avec un Timberwolves Clippers, par exemple. Ouais. La série quand même, c'est pas mal, quoi. C'est ça. Et vraiment, il y a un côté impronosticable, en fait, tu vois. Parce que on parle souvent de la vérité de la saison régulière et la vérité après des playoffs, du play-in et surtout des playoffs. Mais là encore plus parce que on en parlait à l'instant, tu disais les équipes qui vont être première ou deuxième et qui vont se farcir, pardonnez-moi l'expression, à un qualifié du play-in qui sera en plus dans une dynamique positive parce qu'elle aura gagné un voire deux matchs selon sa place. L'équipe qui sera au seed 1 ou 2, elle aura eu sa petite semaine de repos. Attention en fait, il va pas falloir traîner au démarrage parce que si tu perds le premier à la maison, voire tu perds les deux premiers, en fait, tu peux avoir fait une saison, je prends l'exemple des Timberwolves avec 50, quasiment 55 victoires. Si tu récupères, je sais pas, les Pelicans ou les Lakers au premier tour et que tu démarres très mal ton début de premier tour, je te dis pas que tu es éliminé. Mais du coup, cette réalité, tu peux avoir cartonné pendant toute la saison régulière, mais très très vite te planter en fait. Donc, Mmh. pour nous observateurs, c'est parfait. C'est ça, Sauf il y a de quand on est l'enjeu fan partout. d'une équipe, mais quand on est observateur neutre, en tout cas, c'est toujours extrêmement intéressant. Euh, Est-ce que cependant, on a été sur les aspects positifs et je te rejoins sur plein de choses, le play-in aussi, on en a beaucoup parlé dans nos émissions et on est totalement d'accord avec tout ce que tu dis, Benjamin. Est-ce que, voilà, cependant, tu as des choses, des aspects négatifs, des choses sur cette saison-là où tu es un petit peu plus critique ou sur Bah, certaines choses, joueurs, équipe, ce que tu veux? déjà, je trouve qu'il y a eu beaucoup de blessures en fin de saison. Ouais, Peut-être en fait, c'est un truc qu'on remarque quand même. À une période, j'avais un document Excel où je traquais vraiment toutes les blessures pour, savoir ok, s'il y en avait plus que d'habitude et cetera, mais là, j'avoue que j'ai pas fait ce travail cette saison. Mais j'ai l'impression, ouais, qu'il y a eu beaucoup de blessures de fin de saison. Tout ce qui est, du coup, Karl Anthony Towns, Trae Young, qui s'est blessé du coup plus en mi-saison, mais quand même, c'est plutôt au niveau de la fin. Il y a eu celle de Tyrese Haliburton en milieu de saison, Joel ouais, Embiid là qui a manqué quasiment toute la saison. En fait, le nombre de blessures en cours de saison et en particulier sur la fin de la saison,
je trouve que c'est vraiment déjà handicapant et en plus un peu désagréable parce que typiquement les Wolves vont arriver en playoff. Je pense que je sais pas comment s'en sort Karl Anthony Towns dans son processus de retour. Il devrait revenir avant la fin de la semaine. En tout cas, hier, Anthony Edwards l'a laissé, hier ou ce week-end, l'a laissé l'a sous-entendu très, 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 très fortement aux médias. J'attends de voir parce que je me souviens que du coup quand il revenait l'année dernière et c'était un petit peu shady, tu sais, après son opération du poignet, il me semble. Tout le temps, c'était en mode ouais, il va pas tarder à revenir et en fait, Oui. un mois plus tard, ouais, il va pas tarder à revenir. Donc j'attends de voir quand même, mais il y a quand même ce truc qui est un peu dommage où tu te dis Mhm. bon, s'ils récupèrent pas à temps ou qu'ils ont pas le temps de se mettre en rythme avec lui, ça peut leur être vraiment préjudiciable parce que c'est quand même un élément clé de leur attaque. Et du coup, peut-être que tu te fais surprendre aussi parce que il te manque ce joueur-là, Bah oui. quoi. Donc en fait, ces blessures-là, elles sont un petit peu embêtantes, même aux Spurs qui jouent rien. Je trouve dommage qu'on finisse la saison sans Devin Vassell, Jeremy Sohan, potentiellement Keldon Johnson qui s'est blessé du coup dimanche soir. Mhm. Donc en fait, tout ça, ouais, c'est frustrant. Sengun aux Rockets. Oui. euh, Et pourtant, en les fait, Rockets derrière ont quand même. C'est là qu'ils ont eu après derrière leur dynamique de 11 victoires. Alors, il n'y a pas de cause de lien de cause à effet, mais on aurait pu se dire, moi le premier, quand Shingun s'est pété, bon, bah, les Rockets, déjà qui n'étaient pas sur une saison incroyable, là, ils vont tout lâcher. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'ils ont trouvé cette force de se dire, non, on lâche pas les gars et on y va. c'est ça, et puis même les répercussions au final étaient pas «mauvaises» entre guillemets, parce que ça permet à Jalen Green de se mettre en avant, Oui. de se développer un petit peu, de montrer qu'il peut driver pour de vrai et pas juste, être statique. Donc non, c'était bien quand même, de voir autre chose chez les Rockets. Mais non, c'est vrai que par contre, voilà, je trouve les blessures un peu frustrantes. J'ai l'impression qu'il y en a plus qu'avant et il y a aussi sur les points négatifs de la saison, je pense un truc qui va être beaucoup discuté cet été, ça va être les paris sportifs. Parce que toute la saison, on a eu des commentaires là-dessus, ceux de Rudy Gobert, ceux de JB Bickerstaff, ceux de Tyrese Haliburton qui disaient: «J'ai l'impression d'être en fait un objet pour les parieurs». Mm. Il y a un vrai malaise chez les joueurs, chez les coachs. Il y a eu Ok. des incidents dans les salles avec les parieurs sportifs qui prennent trop de place et qui essaient d'influencer les matchs en direct. Et puis il y a toute la question encore une fois morale de la chose, où maintenant vraiment les paris sportifs sont promus sur le League Pass directement. Ben, c'est Donc en ça, fait, exactement. ça prend une place immense en NBA et cette saison, je trouve que c'est un peu la consécration des paris sportifs et si ça va pas dans l'autre sens à un moment donné, c'est un peu inquiétant. Donc je pense que le gros point négatif de la saison, en fait, il est pas tant sur le plan sportif, il est vraiment là-dessus où on a Ok. pris un mauvais virage à ce niveau-là, ouais. Avec, alors, je veux pas dire de bêtises, mais avec un cas, en tout cas, qui semble être en phase d'enquête autour d'un joueur des Raptors, C'est si ça, je ne John m'abuse. Porter, ouais. Le Euh, frère de Michael Porter Jr. d'ailleurs, c'est pour ça. préciser, Je me souviens avoir lu un article extrêmement intéressant, je crois que c'était sur Bleacher Report, bon bref, il y a quelques jours de ça, où en fait ça revient à tout ce que tu dis, en fait, cette pression. Alors là, même si l'enquête semble aller plutôt sur une orientation du joueur qui aurait proposer à son entourage, on va mettre les guillemets, de parier sur des événements le concernant. Attention, ça reste une enquête et voilà, mais on voit que cet aspect paris sportif betting prend de plus en plus de place et c'est intéressant d'avoir ton point de vue là parce que, ouais, comme tu dis, toi, tu es dans la salle, tu es dans les salles, tu vois des choses, tu vois des situations, tu dois entendre des choses que nous, bah, on voit ou on n'entend peut-être pas, nous, Européens. Et ça va être un vrai dossier, mais qui va être très compliqué à gérer pour la Ligue parce que, bah, comme tu l'as très bien dit, à côté de ça, eh ben, elle le promeut via son outil de communication principal qui est le NBA League Pass. c'est ça et en fait, quand tu regardes la politique de la NBA de manière générale, on avance vers, comment dire? La NBA pousse plutôt pour comment dire? Pour, développer les paris sportifs, de manière Mmh. générale. Oui, C'est plutôt la tendance qu'on prend pour l'instant. Je sais pas si cette saison fera reculer les choses, mais en tout cas, ça va comme ça. Je t'avoue, moi, j'ai pas entendu beaucoup de choses cette saison, parce que je pense que le d'accord. Texas, c'est peut-être un des États qui paraît le moins, parce que c'est très, morale, chrétienne, OK, oui. catholique et que très conservateur. C'est pas là qu'on paraît le plus, mais je pense que dans d'autres États, c'est un vrai problème. Puis surtout, en fait, quand tu entends les témoignages des joueurs, quand ils ressentent le besoin de s'exprimer là-dessus et de dire, j'ai l'impression que le match, il est biaisé à cause des paris sportifs. Je me sens pas respecté par les parieurs. En fait, quand tu vois que ça affecte le mental des joueurs et que ça peut créer des situations comme celle de Jontay Porter, du coup, qui aurait, Ouais, potentiellement, du coup, truqué des matchs, ouais. enfin, truqué ses performances, en tout cas, Oui, c'est ça. c'est quelque chose de, comment dire? De vraiment très dommageable pour la NBA et là, va falloir, en fait, on attend qu'Adam Silver se positionne là-dessus de manière plus sérieuse parce que pour l'instant, il est plutôt dans l'idée d'encourager la chose mais Ouais. je pense qu'il faut quand même une certaine retenue
Parce que je pense que c'est un coup à gâcher potentiellement, peut-être pas gâcher complètement, voilà, la NBA, mais Ouais, mais le ça la produit rend. sportif, tu vois, va être moins romantique, va être l'intégrité du produit sportif peut, et à partir du moment où tu commences à la remettre en question, c'est pas bon, tu vois. Non, c'est complètement et puis, vraiment, c'est pas bon pour les fans, pas bon pour les joueurs, pour les Mm. coachs, c'est bon pour personne, en fait, à part les parieurs et personnellement, je suis, assez contre les paris sportifs. J'avais fait un podcast, du coup, de plus d'enquêtes. On était allé parler à d'anciens parieurs, des psychologues du Ok, sport, enfin, de l'addiction et cetera et il y a beaucoup de gens qui, en France, je prends l'exemple de la France parce que, je le connais mieux, souffrent de problèmes d'addiction par rapport à ça, tombent clairement. là-dedans parce que les paris sportifs, c'est un univers vicieux et tout est fait pour te rendre un petit peu addict à ça. Donc en plus, c'est peut-être quelque chose qui, en tout cas, je pourrais voir ça comme quelque chose de négatif de base. Donc si ça a un impact négatif au-delà de la chose en elle-même, c'est un petit peu dommage et en plus de la NBA, il y a ESPN qui pareil cette année a lancé son truc de paris sportifs. En fait, tout le monde s'y met. On est vraiment sur Bah, une courbe de croissance qui fait peur pour l'avenir parce qu'on a peur que, les parieurs et les paris sportifs de manière générale prennent une place prépondérante en NBA alors qu'on aimerait que, voilà, le sport, soit en numéro un et que même avant les paris sportifs, l'essence de la NBA, c'était la justice sociale, ce genre de choses, bien sûr. que ça reste quand même devant l'éloge des paris sportifs. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça cette saison, c'était déjà la saison d'avant, mais je pense que cette saison, c'est celle de la réalisation qu'il y a un problème par rapport à ça en NBA et Ok. surtout on réalise que ça a un impact sur les acteurs du sport et ça, c'est vraiment en fait, pour moi, le seuil à ne pas franchir. Bon, en tout cas, c'est à surveiller comme le lait sur le feu, et c'est vrai que on verra s'il y a une multiplication des cas, comme on parlait du joueur des Raptors ou d'autres, ou comme tu dis, d'incidents. On voit aussi sur les réseaux hein, des joueurs, même hors basket. Moi, je me rappelle de joueurs de tennis français bah, qui poussaient des cris d'alerte sur les réseaux parce que bah, ils recevaient des flots d'insultes parce qu'ils n'avaient pas gagné un match, ils n'avaient pas réussi telle ou telle performance. On sait également que dans d'autres grandes ligues américaines comme la NFL, ça tape fort. Hein, Mmh. quand des joueurs sont suspectés, ou en tout cas il y a eu des enquêtes qui ont démontré que les joueurs avaient été dans du pari sportif, ça tape très très fort. Donc ça va être à suivre, mais c'est un point notable pour les années à venir en tout cas. Euh, Benjamin, pour enchaîner, pour conclure sur ce podcast-là, cette émission ensemble, on peut un petit peu se projeter si tu veux bien. Bien sûr. Notre petite boule de cristal, on va sortir ça, ça reste. On en parlait tout à l'heure. Il y a un côté vraiment incertitude en plus entre la saison régulière, là, la fin de saison, on ne sait pas qui va être classé 3, 4, 5, 6, etc. Mais comment tu vois déjà ce play-in, ces play-offs, j'imagine, un côté exaltation. Alors tu l'as dit tout à l'heure, tu le vivras en France, je présume, tu reviens, c'est ça? C'est ça, voilà. Je pense que peut-être que si je reviens l'année prochaine, je ferai les playoffs aux États-Unis. Mais là, avec Mhm. tous les problèmes de santé que j'ai eu et tout, je pense que je vais beaucoup dormir De et je retour en vais France. Ouais. c'est ça, voilà. Donc je rentre en France pour les playoffs, mais il faut pas croire, je suis incapable de dormir la nuit quand il y a les playoffs, donc je les regarderai évidemment. Je dormirai la journée, c'est tout. Est-ce que tu, là, comme ça, c'est de la projection, évidemment, on pourra en reparler d'ici 6 mois et dire, ah, tu vois, t'avais dit que, et ça s'est pas du tout passé, ou au contraire, t'étais Madame Irma, tu vois, mais comme ça, si tu devais te mouiller un petit peu, est-ce que tu vois, euh, en positif et négatif, autant une équipe, tu vois, qui va te surprendre, tu vas te dire, eux, tu les vois vraiment aller loin parce qu'ils ont fait une grosse saison régulière, ou alors parce qu'ils sont sur une bonne dynamique là, ou d'autres raisons. Et à l'inverse, une équipe, tu te dis, j'ai des doutes et je sens que ils vont plus vite partir en vacances que ce qui n'était prévu dans leur organisation, tu vois. Alors, je pense que dans l'équipe vraiment qui pourrait surprendre, alors c'est peut-être un peu paradoxal parce ils sont très bien classés, mais le Thunder, j'ai l'impression que Mhm. c'est une équipe que beaucoup de gens voient comme une équipe de saison régulière parce qu'ils sont jeunes, c'est leur première année et beaucoup de gens vont dire: «Oui, les équipes qui performent en play-off, il leur faut 2, 3 ans pour, vraiment performer en play-off». En fait, je trouve que l'équipe est tellement bien coachée, vraiment le travail qui est fait là-bas est exceptionnel et au-delà de ça, en fait, l'équipe est tellement complète, heu Jalen Williams, il a vraiment, le profil d'un vétéran qui a passé 10 ans à NBA. Je comprends pas comment il peut être aussi sûr dans ses choix et tout ça. Shai Gilgeous-Alexander, ça va être un joueur vraiment très difficile à défendre en play-off. En fait, je vois très peu d'adaptations possibles contre cette équipe, Ok. pour vraiment contenir Shai Gilgeous-Alexander et je pense que même Chet Holmgren, en fait, a un niveau de maturité qui fait que, défensivement, il va être, impassable. En fait, collectivement, individuellement, je trouve que le Thunder a beaucoup, beaucoup de force. Je pense que en fait, je j'achète pas ce, narratif de dire, c'est une jeune équipe, ils viennent d'arriver, Ok. en play-off, ils vont rien faire.
je pense que je ne serais pas surpris qu'ils aillent, du coup, si le classement reste comme ça, en demi-finale, parce qu'il y aura les Nuggets sur leur chemin, et qu'ils Oui. fassent une vraie série contre les Nuggets. Ok. Je vois quand même les Nuggets gagner, parce que moi, mes finales NBA, ce serait. L'expérience, le titre. Ouais, c'est ça. Et puis, ils sont merveilleux. Le basket qu'ils jouent cette année est juste incroyable. Nikola Jokic, clair MVP pour moi. Et du coup, il y a quand même ce truc de, pour moi, la finale logique, ce serait Celtics-Nuggets. Ok. Je pense que c'est ce que tout le monde attend. Mais par contre, dans les potentielles déceptions, justement, je pense que les Celtics sont à risque de, à l'Est, tomber avant les finales NBA. Ils sont parfaitement favoris. Ils sont très loin en classement devant tout le monde. Ouais. Il y a vraiment un gouffre immense en fait entre les Celtics et tout le reste. Et le niveau qu'ils ont affiché en saison régulière était absolument exceptionnel. Mais je trouve qu'il y a un manque d'adaptation de la part de Joe Mazzulla qui s'est fait ressentir de manière générale toute la saison. Il y a des fois où Jason Tatum, Jaylen Brown, etc. jouaient de manière peu efficace. Ils ont de vrais points faibles dans leur défense, notamment Jaylen Brown du coup, qui, je sais pas pourquoi les gens en parlent comme d'un joueur all defensive, alors que je trouve que c'est pas un très bon défenseur, c'est peut-être même le maillon faible de leur défense. En fait, ils ont quand même les armes pour être favoris. Je pense que je les vois quand même en finale, hein, c'est une super équipe et Ouais, ouais. sur le plan individuel et collectif, vraiment sur les joueurs, l'équipe a tout pour aller loin. Mais j'ai de vrais doutes en termes de coaching et je pense que c'est une équipe qui a vraiment le potentiel d'exploser avant ce stade-là. Tu fais une mauvaise série contre, je vais dire le Heat parce que c'est ce qu'ils font chaque année, tu vois, mais ça pourrait être les Sixers si Joel Embiid est de Bah, retour. c'est ça. Ça peut être même les Bucks qui pourraient nous surprendre. Je crois pas trop aux Bucks parce que Doc Rivers, parce que Bah, la euh, dynamique aussi, actuellement, tu perds contre Washington, tu perds contre. Bah, ils ont perdu contre toutes les équipes de bas de classement, en fait. C'est complètement. Et tu as vraiment cette impression de laisser aller. Pardon, je t'ai coupé, hein, Non, je t'en prie. mais tu te dis, c'est vrai, où ils vont, en fait. Où va le bateau Bucks? Nous, on en avait parlé, on avait fait des articles pendant toute la saison, après le départ de Griffin, etc., l'arrivée de Doc Rivers, discutable, mais bon, il est là, donc on fait avec. Mais c'est vrai que, bon, en tout cas, grosse question autour des Bucks, mais c'est intéressant ce que tu dis autour des Celtics parce que de ce que moi je peux lire un petit peu ici et là sur les réseaux, surtout français principalement, ou même nous on en a parlé, même avec Cédric qui est fan de Boston, on a quand même, autant ils sont très sereins sur la saison régulière et comme tu l'as dit, ils ont roulé et déroulé, il y a un gouffre, mais on est beaucoup, alors à eux de nous prouver qu'on a tort, mais on est beaucoup à penser que oui, alors le choke, je sais pas, mais en tout cas, comme tu dis, l'effondrement et qui se casse un peu la figure. Typiquement, en finale de conférence, Boston éliminé, bon, bah, ça va surprendre beaucoup de monde, mais il y en a aussi une partie qui vont se dire, bah ouais, tu vois. Non, mais c'est ça en fait. Je pense que tout le monde est conscient que c'est la meilleure équipe de l'Est. Mm. C'est une des meilleures équipes de la ligue en termes de jeux proposés et surtout en termes d'individualité, je pense que c'est la meilleure équipe. Je Holiday, Jason Tatum, Porzingis, ce qu'il apporte à cette équipe, c'est juste merveilleux. En fait, ils ont tellement, tellement d'armes pour aller loin, mais on voit quand même qu'il y a des failles, que l'équipe collectivement, il y a des choses qui cliquent pas tout à fait. Et surtout que ça manque d'adaptation. Je pense qu'un truc, c'est pour ceux qui sont très actifs sur Twitter, peut-être que vous suivez du coup Azmat, la NBA, qui propose des analyses assez régulières et qui parle beaucoup des Celtics. Toute la saison, il a appuyé sur le fait que les Celtics, justement, c'est une équipe qui va pas assez au panier, qui prend pas assez de lay-up, etc. Et ça, en fait, en playoff, si tu peux pas aller au panier en saison régulière, je suis inquiet sur cette possibilité pour aller en playoff. Mm. Et tu dois prendre des lay-up. En fait, je sais pas, c'est juste du basket, mais tu dois prendre des lay-up. C'est les meilleurs tirs du basket. Et si Bah tu peux oui, pas aller à l'intérieur en saison régulière, ça me fait peur pour les playoffs. Ils ok. pourront peut-être trouver des solutions, mais il va falloir qu'ils règlent ce problème-là. Et surtout, je pense que du coup, ils apparaissent à l'Est comme le grand favori, même s'ils arrivent en finale NBA. Il y a un vrai gap, je trouve, entre eux et Denver. Donc, même s'ils arrivent vraiment au bout du coup de la conférence Est, je pense qu'ils tomberont à un moment ou à un autre. Donc, super saison régulière, mais attention quand même parce que vrai talon d'Achille, et il y a moyen que ça pète assez rapidement. Et c'est vrai que, comme tu dis, je pense que beaucoup de gens ne seront pas surpris. Et je me demande quand même là-dedans, quelle est la part parce qu'ils ont choke parfois dans les années précédentes, et Ouais. aussi quelle est la part de gens qui juste ont envie de les voir échouer, parce que les Celtics, c'est quand même une des équipes les plus peut-être détestées de la ligue. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, voilà quoi, Oui, qui oui. s'attendent à ça parce que L'objectivité n'est peut-être pas là pour tout le monde, en tout cas. c'est ça, voilà. Mais bon, je pense quand même qu'il y a un potentiel, ouais, de péter en plein vol. Après, je te cache pas que effectivement donner, là, tu me demandes 2 surprises ou
Oui, mais Je te donne 2 équipes qui sont dans le top 3 du classement de la NBA. Mais pour sortir une équipe comme ça qui pourrait vraiment aller loin et nous surprendre, je pense vraiment que les Mavericks, cette année, peuvent faire ouais. un gros enfin vraiment une grosse surprise à l'Ouest de manière générale. Ça joue très bien en basket, leur attaque, elle est juste fantastique. C'est bien organisé collectivement. Ils ont réponse à quasiment tout type de coverage défensivement. Heu, le basket qu'ils proposent actuellement est juste merveilleux. Donc pourquoi pas en vrai, déjà les Clippers, qui vont être durs à jouer, tu vois, les sortir. Pourquoi pas peut-être aller en finale NBA? OK, OK. Après des Clippers où pour l'instant Kawhi, on a des doutes, hein, sur, sa présence ou tout. Il y a toujours le spectre de la blessure de Kawhi, mais c'est vrai que Dallas, en plus, on en avait parlé aussi, très bonne intersaison avec les arrivées de Gafford et cetera, PJ Washington donc et on voit la dynamique aussi importante, même s'il va y avoir une coupure d'une semaine pour les équipes qui sont déjà directement qualifiées, mais on sait que la dynamique est importante dans les derniers matchs et celle de Dallas, c'est vraiment, incroyable et assez exponentielle. Moi, je mettrais juste un dernier point, on en a rapidement parlé à l'Est pour finir. Moi, je vois bien le troublion Philadelphia 76ers, tu vois, avec Joel Embiid, on a un petit peu parlé de retour. On va voir la dynamique, en tout cas, le ou les matchs qu'il a joués, c'était de la reprise, c'était plutôt intéressant, mais ça restait de la saison régulière. On va voir sur une confrontation de playoff. On connaît la capacité aussi des Sixers et d'Embiid à ne jamais aller au bout, mais je me dis, t'es Philadelphie là actuellement, alors ça va encore bouger très certainement, mais actuellement tu es septième, tu passes au play-in, il y a de fortes chances que tu puisses au moins gagner l'un de tes deux matchs du play-in. Derrière, tu finis du coup au poste à la place 7 ou 8 selon ton résultat de play-in. C'est Milwaukee. Milwaukee, allez, ou peut-être Orlando qui peut remonter, ou Boston. T'es Boston, tu as fait une saison régulière comme on en a parlé, ou même t'es Milwaukee avec la saison en dents de scie et tu affrontes Joel Embiid au premier tour. Attention, Ah, c'est dur, attention. hein, vraiment. Ce qui me fait peur avec eux, c'est, du coup, c'est Nicolas Batum qui me disait ça, hier. C'est Mm. qu'en fait, il y a plein de joueurs qui sont pas du tout habitués à jouer autour de Joel Embiid. Donc là, ils Ok. sont vraiment ils essaient de faire donc ils présentent ça comme un apprentissage accéléré pour que toute l'équipe puisse vraiment tourner autour de lui en playoff et j'ai peur qu'il manque de temps pour que tous les joueurs type Ok. Buddy Hield et ces mecs-là qui sont arrivés un peu plus tard, vraiment s'adaptent au jeu avec Joel Embiid qui est quand même extrêmement différent du jeu Bien sans. sûr. Heu, j'attends de voir, hein, mais c'est vrai par contre, ce qui est sûr, c'est que tu te les manges au premier tour, c'est pas un cadeau. Ah, t'es pas. Vraiment c'est dur vraiment, c'est très, très dur parce que pour le coup, on parle, d'équipes qui sont du coup, qui ont de l'adaptation et cetera. C'est bien coaché. Tu as un des meilleurs joueurs de l'NBA évidemment sur le terrain. Tu as Tyrese Maxey qui est une menace, immense. C'est une équipe qui shoot bien, c'est une équipe qui a beaucoup de défense. Déjà, si tu gagnes la série, tu peux être sûr que tu vas finir un peu cramé parce que, tu auras joué Ah contre oui. quand même une défense ultra solide pendant peut-être, 6-7 matchs et ouais, non, je pense que moi, une série Sixers contre Bucks au premier tour, pour moi, les Sixers sont les favoris. Donc, Et donc la bataille du coach, tu vois, t'as un Nick Nurse contre Doc Rivers. Si on prend ce match-up là, pardon, on dit souvent qu'on tape beaucoup sur Doc Rivers, mais là, en plus, t'en parlais tout à l'heure de Nick Nurse, l'épopée Raptors 2019. On connaît sa capacité à s'adapter, à créer des choix, des tactiques défensives entre les matchs, dans les matchs différentes. Et attention, attention. ah carrément et puis en plus, il y aurait le petit bonbon, supplémentaire de, Sixers contre Doc Rivers du coup, Évidemment, heu, évidemment. ça fait toujours plaisir. Non, je pense que le coaching, c'est l'aspect qui en saison régulière, en fait, compte moins parce que les coachs, posent des principes de jeu, Ouais. développent comme des choses. Ça fait la différence, hein. Le Thunder est aussi haut, je pense, parce que le coaching est, une part essentielle de ça et enfin voilà, les coachs font un énorme travail toute l'année. Mais par contre en play-off, c'est là où on voit vraiment la différence. Parce qu'en saison régulière, ils prennent pas la peine de faire des ajustements en match énormément. Ils font rarement. Ils font, rarement des systèmes, en dehors des matchs vraiment serrés où il y a des remises en jeu sur la fin et cetera. Donc en fait, là, c'est là qu'on va vraiment voir une différence. C'est que les Bucks ont survécu à la saison régulière, hem, avec difficulté déjà, Mm. sans les adaptations et maintenant ils vont faire face à des équipes qui s'adaptent mieux qu'eux en play-off. Donc, je pense que ça peut être vraiment dangereux pour eux. Donc, là, j'ai pas mentionné les Bucks, où pour moi, c'est évident qu'ils vont se planter. Mais pour le coup, pour moi, les Bucks vont se planter, c'est sûr et certain. Ok. Donc, contre les enfin, sûr et certain, j'abuse, hein, mais, Oui, oui. je les vois très bien se planter. Donc, s'ils jouent les Sixers au premier tour, pour moi, ils sortent au premier tour, tout simplement. Ok, ok. Bon, en tout cas, ça va être à suivre, ça va être à observer. On attend ça avec une grande impatience. On en parlait tout à l'heure en début de podcast. Voilà, il faut que la saison régulière se termine. Il y a des enjeux encore intéressants, mais
allez, il va falloir passer au moment important. Du coup, tu vivras depuis la France. Donc, Benjamin, toi, là, concrètement, sur les prochains jours, c'est quoi? Tu plies les affaires courantes à San Antonio et tu attends la fin de la régulière pour rentrer peut-être ou un peu avant? Je te cache pas que là, du coup, tu me mets une pression parce que je Ah, réalise pardon, mais toujours non. non, non, mais t'inquiète, mais c'est juste que je réalise vraiment toujours pas que c'est fini, donc je suis pas du tout dans l'idée de me dire, C'est bon, il faut dimanche. Dimanche, t'as fini, tu vois. Avec les Spurs, en tout cas, tu vois. non, si? Dimanche? Attends, c'est Dimanche, alors oui, oui, c'est lundi pour toi aussi aux États-Unis. La fin de la saison régulière, c'est le 14 avril. Dimanche, toutes les équipes jouent. En France, entre 19h et minuit. Donc pour vous, ça sera quoi? Entre 13h et 20h, quelque chose comme ça? alors Toutes les. les gens voient pas la cam, hein, je crois, mais je me mets les Non, mains oui, sur la oui, tête, pardon. je suis, choc, je suis Ah bah vraiment, si, si, si. Dimanche, c'est ouais, dernier match pour les Spurs, en tout cas, c'est sûr, c'est dernier match dimanche, là, dimanche, dans 7 jours, 6 jours même. ah, Bah, même tu 5 vois pour ceux qui nous écoutent, parce que vous nous écouterez mardi. Donc, la claque que je me prends là, tu vois, c'est ouf. Mais, en vrai, je vais rentrer à la fin du mois d'avril, je vais prendre le temps quand même, voilà, très bien, heu, nickel. j'aurai des trucs à écrire, tout ça et puis j'ai des trucs à visiter que j'ai pas pu visiter parce que j'ai pas le temps, donc Ouais. ce sera peut-être un peu l'occasion. Mais waouh, ouais, non, c'est vrai que Bah dimanche, oui. OK, d'accord. C'est et en tout cas, ouais, mais je rentre fin avril, mais je serai là jusqu'à la fin de la saison régulière, bien sûr et ouais, bien sûr, non, moi, la NBA, de toute façon, je peux pas m'en passer donc play-off depuis la France, même l'intersaison, je sais très bien que je serai comme un fou, pour Évidemment. calculer tout ce qui passe à droite à gauche en termes de contrats et tout ça. Puis après, il y a les jeux olympiques, donc il y aura pas de vraie pause de basket, quoi. Je vais essayer de C'est vrai, dormir, mais il y aura pas de vraie pause de basket. cette année, on est gâté en tout cas. On aime le sport en général, hein, on est gâté avec tout ce qui nous est proposé en termes de calendrier. Bah, Benjamin, merci beaucoup d'avoir été avec moi et avec nous, surtout auditeurs, auditrices de TFA pour cet épisode. On est revenu un petit peu sur cette saison avec toi. C'était un réel plaisir en tout cas. Merci. Bah, merci à toi Chris et puis, grand merci à The Free Agents aussi pour, la saison qu'on vient de passer ensemble. C'était pas la fin, mais en tout cas, voilà, je tiens à placer ça. Média incroyable, avec des gens incroyables, qui a vraiment été une partie importante de ma saison donc, j'incite vraiment tout le monde qui serait là peut-être, via mon profil à suivre The Free Agent Mhm. du coup sur les réseaux, télécharger l'application, suivre le travail de tous les gens qui écrivent dessus parce que c'est vraiment quelque chose de qualité et ça mérite un petit peu plus de visibilité. Bon, bah merci beaucoup, ça touche vraiment. Et on va garder en fait ce que tu dis et tu le vends mieux que Cédric, tu vois. Tu vends mieux. Non, c'est la petite cartouche, il est pas là, mais non, non. Gratuit Merci. toujours. Non, c'est sympa pour le petit mot, Benjamin. Et voilà, donc suivez les conseils de Benjamin. En tout cas, pour nous, prochain podcast avec Yannick Axel. Donc ce sera dès vendredi matin. Ce sera vraiment les dernières journées, dernières heures de la saison régulière. Après, on pourra plonger dans le play-in et les playoffs. On est en train de vous préparer un petit peu tout ça en termes de contenu podcast ou même écrit. On vous en parlera le moment venu. Benjamin, bah, très bonne fin de semaine NBA. Bonne continuation à toi. On se retrouve, j'espère, avec plaisir, peut-être cet été ou pour la reprise de la saison prochaine. En tout cas, tu es le bienvenu, tu le sais. Et c'est toujours avec plaisir qu'on t'accueille. Merci beaucoup. Bon, très bonne journée à vous, très bonne soirée au moment où vous nous écoutez. On vous souhaite une très bonne fin de dernière semaine de saison régulière NBA et on se retrouve très vite. Allez, bye.